monde, ici Chloé Poitras-Raymond, nouvelle animatrice à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Donc avec moi en studio aujourd'hui, on a une superbe équipe. Donc d'abord à la régie, le toujours fidèle Julien Lehoux. Allô, juste vous avertir par contre, moi puis Charles, on est deux personnes qui essaient de faire fonctionner le Facebook Live, donc ça se pourrait qu'on l'aille pas ou qu'on l'aille. Je fais pas de garantie. Merci d'essayer, Julien. C'est surtout Charles en ce moment. Merci, Charles. On a également Marie-Pierre Berthelet qui va aujourd'hui nous parler des perceptions et opinions populaires sur les Apaches. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, on a Louis-Charles Lamontagne qui a choisi pour sa première chronique de nous parler non pas de l'origine des Jeux olympiques, mais bien des Jeux pithiques. Bonjour. Et finalement, on a en régie présentement, Charles Bénard, un habitué de l'émission, qui pour respecter là, Allô Charles, donc il est là en régie pour respecter les règles de distanciation en studio. Et aujourd'hui, il va nous parler là, du mouvement Chicano. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec notre première chronique. Marie-Pierre, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner cette belle opportunité de vous présenter un travail de recherche que j'ai réalisé à la fin de mon baccalauréat sur les représentations policières dans les journaux au début du 20e siècle en France, dans un contexte où la criminalité des Apaches effraie, mais aussi intrigue les lecteurs de journaux, de faits divers et de romans feuilletons. Donc, commençons par une petite mise en contexte. La Belle Époque est une expression qui désigne la nostalgie d'une époque perdue, d'un âge d'or de la France et plus particulièrement de Paris, entre 1890 et 1914, qui est le début de la Première Guerre mondiale. Le concept de la Belle Époque s'est affirmé par un imaginaire parisien synonyme de gaieté et de divertissement, alors que Paris s'établissait comme le centre des loisirs en France et comme la plaque tournante culturelle en Europe. Cependant, la Belle Époque est observée par les historiens comme une part de la vérité. En effet, l'image naïve des cafés français et des marches dans les parcs est révisée pour exposer les inégalités, les tensions et les conflits sociaux tant en France qu'à Paris. L'expression des bas-fonds parle d'elle-même, et ce lieu vague constitue un imaginaire des marges à double sens. À la fois un sens social, soit les gens, les miséreux et les marginalisés comme les pauvres, les criminels et les prostituées, mais aussi un sens spatial de par les lieux où vivent ces gens, comme la rue, les ruelles, bref, où il fait sombre et froid. C'est également un État qui se définit par trois traits: la misère, le vice et évidemment le crime. Donc, c'est loin de la Belle Époque, là. J'en profite pour vous interrompre pour dire que Charles a réussi à faire fonctionner le live. Super. Bravo, donc, Charles, merci. On peut voir nos beaux Charles. petits visages. Bonjour. Yes. Je vous laisse. Merci. Donc, je retourne chez nous. Ainsi, les bas-fonds sont une construction culturelle née de la littérature et des journaux en raison de l'intrigue et des émotions sensationnelles des histoires qui y prennent place. Il y avait même à cette époque des visites guidées organisées pour les riches avides de sensationnalisme dans ces ruelles et bas-fonds. Et ils étaient évidemment accompagnés de policiers pour les protéger. Parmi ces criminels sensationnels et effrayants, il y avait les Apaches. L'appellation Apache est un terme popularisé dès 1900 par la presse qui qualifie les bandes criminelles à Paris en faisant référence à la sauvagerie, à la violence et à la résistance de la tribu autochtone Apache en Amérique du Nord. Charmant. Oui. Le terme désigne de manière générale les marginaux, mais est vraiment surtout associé à cette bande de criminels sans scrupules dont l'apogée est en 1907 et 1908. Ces criminels représentaient alors la plaie de Paris, selon la une du Petit Journal du 20 octobre 1907, de par la violence et la fréquence de leurs crimes. Donc, c'est un terme qu'on a quand même utilisé dans les journaux aussi, là, pas juste à l'oral. Oui, c'était vraiment dans les journaux essentiellement, mais le terme va particulièrement disparaître à partir de 1913, en fait vers 1914, le début de la Première Guerre mondiale, où on s'intéresse moins aux petits criminels de rue, puis la guerre prend beaucoup plus de place. Parfait. C'est donc la police et la presse qui liaient ces deux mondes, la Belle Époque et les bas-fonds, qui étaient en fait plus connectés qu'ils ne laissent paraître. Le policier se devait de protéger les plus aisés des crimes et méfaits commis par les pauvres dangereux, et la presse vendait aux premiers du sensationnalisme et des récits inspirés ou vécus par les seconds, d'où l'impression d'une hausse de la criminalité à Paris. Les Parisiens avaient le sentiment que la ville se transformait en une capitale du crime en raison de leur surexposition à la criminalité dans les faits divers et les statistiques policières. Donc, dans le fond, on a l'impression qu'il y a du crime parce qu'on en parle. Oui, exactement. Parce que on avait vraiment l'impression de risquer sa vie au quotidien tellement on lisait de chroniques dans les faits divers sur des policiers attaqués et des criminels sans scrupules qui volaient tout et qui tuaient tout le monde, en fait.
Mais pourtant, la criminalité à Paris, lors de la Belle Époque, n'était pas en hausse. Malgré une démographie croissante de Paris et la hausse des plaintes et dénonciations, la délinquance en soi diminuait selon la proportion de la population. Parce que le pourcentage reste assez le même, là. En fait, même diminue, tu dis. Exactement, parce que la population augmente tellement. C'est vraiment le développement de la presse à grand tirage et l'exploitation médiatique des crimes et méfaits qui ont participé à la hausse d'insécurité. D'ailleurs, la proportion du crime dans la surface des journaux représentait 8% en 1902, mais avec la vague Apache et en dépit de l'augmentation de la pagination qui aurait dû contribuer à tasser un peu le tout, on atteint les 10% entre 1902 et 1907, et après 1908, on dépasse le 12%. Donc, le crime était vraiment vendeur et contribuait à ce malaise. Dans tout type de journaux confondus, là? De ce que j'ai analysé et en me fiant également sur des recherches qui ont été faites par des archivistes qui ont comptabilisé pas mal plus de journaux que moi-même. Donc, on se demandait vraiment qui croire parce que le discours changeait selon le politicien, puis ça changeait aussi selon la une de la journée. Donc, ça variait vraiment beaucoup. Et peu importe si les impressions étaient fondées ou non, l'opinion publique se préoccupait quotidiennement de l'état de la criminalité dans Paris, d'où mon étude des journaux. Donc, en général, 3 commentaires à l'égard de la police parisienne se sont démarqués dans les journaux entre 1907 et 1908. D'abord, la critique de la faiblesse de la répression, la critique de la partialité et de la violence policière, puis la manifestation de l'appréciation de la bravoure des agents de la paix. Donc, penchons-nous pour cette première chronique sur la faiblesse de la répression contre les Apaches. La presse servait à véhiculer l'opinion publique pour sonner l'alarme et demander au gouvernement d'endiguer la situation de faiblesse où les criminels dominaient en nombre et en armes les agents de la paix. On pouvait lire dans les journaux les plus pessimistes que près de 30 000 rôdeurs terrorisaient la capitale et face à eux se trouvait un maigre 8 000 agents pour Paris et 800 pour la banlieue, pour une population dont l'ensemble, Paris et banlieue, atteignait 4 millions d'habitants. Cette statistique approximative se voulait enfin un cri du cœur de la population face à une crise de la répression puisque le système ne parvenait pas à arrêter, à punir ou même à décourager les criminels. D'abord, la critique s'orientait contre l'inefficacité des policiers qui étaient souvent ridiculisés dans les journaux, car la population s'attendait à plus. L'ironie qui dénonce le ridicule et qui se moque de la police est une façon d'exorciser cette peur et inquiétude. La crainte populaire s'accentuait, car les Parisiens avaient l'impression de se retrouver seuls et de devoir se défendre eux-mêmes contre les Apaches. Les forces policières étaient parfois considérées comme étant tellement inefficaces que les articles de presse s'en moquaient et s'amusaient du ridicule de la situation en publiant des histoires comiques de citoyens prenant la relève. Si parfois de grands gaillards neutralisaient des voleurs en les frappant l'un contre l'autre pour les assommer et qu'ils fumaient gentiment leur pipe en attendant le passage d'un agent, d'autres fois, des étourdis ivrognes se prenaient pour la police et, inspirés des récits d'agression lus dans les journaux, assommaient ou attaquaient des commerçants ou des passants qu'ils prenaient pour des Apaches. Mon Dieu. Donc, une genre de justice populaire. Exactement. T'as pas le choix de te défendre parce que t'as pas l'impression que la police va le faire pour toi. Et pourtant, est-ce qu'on sait si la police était en fait efficace? En fait, je vais en parler dans un instant parce qu'il y a vraiment un manque de policiers pour la criminalité présente, mais c'est aussi une impression. Donc, par nécessité ou par complexe de jouer les héros, donc les situations ridicules de l'autodéfense des citoyens sont en fait une critique de la faiblesse du système de répression puisque les policiers étaient peu présents. Le criminel n'avait pas à se cacher car la surveillance était faite sur une si grande distance avec si peu d'effectifs que la police n'arrivait généralement qu'après un délit, d'où la défense personnelle des gens. L'inefficacité des policiers était aussi ridiculisée lorsque les criminels arnaquaient et narguaient les agents de la paix par leur ruse et leur agilité. Les policiers paraissaient donc incompétents ou niais en pourchassant toujours et encore les mêmes bandits. On conclut souvent ces histoires par une phrase telle que « Espérons qu'une nouvelle tentative aura de meilleurs résultats ». Mais cet espoir est un peu caricatural, car la fuite des criminels décevait vraiment la population et car l'on concevait la police comme étant faible, dupe et même improductive. On s'attendait définitivement à plus d'efficacité de la part de la police. Ensuite, si la police se faisait largement critiquer pour son efficacité, la justice n'y échappait pas. En effet, la presse s'attaquait surtout à l'indulgence du système qui n'effrayait ni ne punissait suffisamment les malfaiteurs lorsque les policiers étaient parvenus à mettre la main dessus.
C'est d'ailleurs le manque de sévérité qui alimentait la grogne populaire, car les Parisiens avaient vraiment l'impression que le système était paralysé, que l'humanitarisme gênait la justice à punir les criminels pour favoriser la correction ou le pardon de ceux-ci. C'est quelque chose qu'on retrouve encore un peu aujourd'hui, là, en fait, dans les journaux, là, des gens qui trouvent en fait, que c'est pas assez sévère. Oui, avec Harper aussi, est-ce qu'on y va plus la correctionnelle, est-ce qu'on y va pour le punitif? Il y a encore beaucoup de débats à ce sujet-là. Donc, dans les journaux plus conservateurs de l'époque, les chroniqueurs s'insurgeaient contre les pardons, les libérations conditionnelles, les réductions de peine, un peu comme aujourd'hui. C'est vraiment la même chose. Puis, en venait même à accuser le confort des prisons qui ne décourageait pas suffisamment les criminels selon eux. Est-ce que c'était si confortable que ça, les prisons? Bon, on s'entend, on est au début du 20e siècle, donc c'est pas terrible, là, mais c'est mieux que la fin du 19e, quand même. Ils exprimaient donc leur frustration en demandant ce que les criminels pouvaient bien craindre de la justice au final. On pensait même que le système carcéral donnait l'occasion aux socialistes de propager leurs idées dans la prison face à une communauté avec un esprit un peu faible. Ben oui, c'est sûr. Donc, le dégoût du système était réel, car même si on réussissait à incarcérer un criminel, c'était perçu comme inutile, car on renversait l'efficacité de ça parce qu'on créait d'autres criminels, en fait. C'est à ce point-là qu'on juge en mal le système et le ras-le-bol contre la latitude des juges qui contournaient les lois et les peines prévues contre les crimes frustrait considérablement la population. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu des échauffourées en 1908 lorsque le gouvernement a suggéré l'abolition de la peine capitale, qui a d'ailleurs seulement été abolie en 1981. En France, ça? Oui, en France. Quand même très, très tardif. En effet, puis dès le début, ça brassait, on voulait pas l'enlever. Donc, cependant, cette position-là en faveur de la peine de mort et des travaux forcés n'était pas partagée par tous. Il faut faire un point d'honneur pour ceux qui défendaient l'humanité et qui souhaitaient en fait plus d'humanité par le système et dans les verdicts, puisque les jeunes travailleurs et les jeunes en général étaient souvent amenés vers la criminalité malgré eux. Donc, on souhaitait leur donner plus de système, pas de système, pardon. Un genre de possibilité de réhabilitation. Exactement. Surtout, là. C'est de se réintégrer dans la société, entre autres par l'éducation. Mais malgré les débats entourant l'humanitarisme, le décalage entre l'intervention policière et les sanctions judiciaires provoquait généralement la grogne de la population qui soulignait le paradoxe de la complaisance par la justice envers le délinquant et la sévérité contre les policiers pour limiter leur zèle. C'est pourquoi le manque de protection et de ressources de la part de la justice pour ses effectifs policiers est la troisième critique portée envers la faiblesse de la répression. Puis, qu'est-ce qu'on pensait, en fait, des interventions policières? Est-ce qu'on trouvait qu'elles étaient trop sévères, trop... En fait, ça va être le sujet d'une autre chronique. Bon, je vais attendre de voir. Il faut patienter un peu. Donc, même si la justice ne parvient pas à effrayer les malfaiteurs et que la police est ridiculisée dans les journaux, bon nombre de remarques constataient l'effort des agents et surtout leur manque de ressources qui leur permettraient de combattre activement les Apaches. Donc, d'abord, il y a le manque d'effectifs, les interdictions d'utiliser les armes et les blessures qui limitaient le travail des policiers et qui encourageaient, du coup, la récidive. Donc, il n'y avait pas d'armes, les policiers? Ils en avaient, mais ils se faisaient punir s'ils les utilisaient contre les criminels. Donc, bien souvent, il n'y avait pas le choix de se laisser tapocher, mais ils ne pouvaient pas tapocher en retour. Donc, c'est un peu paradoxal, en effet. Oui, c'est un peu étrange, en fait. C'était problématique. Puis, en plus, le manque de personnel était réel et criant. Donc, malgré les tentatives d'organiser l'institution d'assigner des rondes de surveillance, chaque policier avait environ 600 mètres de rues, de ruelles, de cul-de-sac et de croisements à patrouiller dans le jour et 1200 la nuit, sans oublier que la majorité se trouvait dans la pénombre. Donc, malgré les bonnes intentions de certains agents, le territoire à couvrir était si grand que bien des crimes se demeuraient impunis. De plus, un autre élément problématique, comme tu viens de souligner, c'est le fait que les agents étaient souvent moins bien armés que leurs adversaires. Même s'ils pouvaient posséder des bâtons, des épées, des sabres ou même des revolvers, ils pouvaient pas les utiliser, même lorsqu'ils les avaient. Donc, c'est pas problématique, à mon avis, de pas pouvoir utiliser son arme. Ça une très bonne chose. C'est sûr, on rentre dans un débat très contemporain, mais il y en a beaucoup. C'était un problème à l'époque parce que beaucoup de policiers étaient blessés ou tués au travail. Est-ce que la population était très armée? Je ne pourrais pas m'avancer sur ça, honnêtement. J'ai pas constaté dans les journaux si la population était armée. Mais les responsables de l'institution étaient avertis de la situation, mais ils se plaignaient quand même de la difficulté à recruter de nouveaux effectifs. Les journaux déploraient ces blessures et ces morts de braves gens qui ne faisaient que leur devoir dans la majorité des cas.
Donc, les chroniques et les capsules de faits divers à ce sujet étaient si nombreuses que des caricatures étaient publiées chaque semaine dans le Petit Journal qui exprimaient le ridicule du manque d'effectifs en dessinant, entre autres, un homme voulant se joindre à la police car il considérait qu'il était facile d'obtenir un avancement et un poste haut placé dans l'institution puisque les agents mouraient quotidiennement puis qu'il y avait un bon roulement dans l'effectif. Donc, c'est à ce point-là qu'on était conscient que les policiers étaient en désavantage. Ça donne pas vraiment le goût de s'engager, en fait, si on sait que les gens décèdent. Là. C'est ça. Donc, les caricatures font vraiment illustrer cette constatation que les agents étaient peu protégés, mal équipés et vraiment trop peu nombreux. Bref, les journaux, les rédacteurs cherchaient à exposer au grand jour le besoin d'une meilleure efficacité de la part des policiers et du système de justice, tout en fournissant à ces derniers des outils nécessaires pour se protéger activement. La critique prenait donc beaucoup de place dans la surface de rédaction pour souligner l'état d'infériorité des policiers lors des affrontements. On parlait même d'absurdité de l'humanisme pour plutôt encourager une répression sévère. Donc, on revient avec nos débats très contemporains. Mais d'un autre côté, parfois, c'est le policier qui n'était pas dépeint comme la victime des Apaches, mais comme un Apache lui-même. OK. Mais ça, ce sera pour une prochaine chronique. Oh, très, très intriguant comme finale. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça me fait plaisir. Donc, si vous avez aimé cette chronique, on vous donne rendez-vous le 16 octobre prochain. Donc, tu reviens nous voir en studio. Exact. Pour continuer, en fait, cette série sur la police et les Apaches. Exactement. Petit sneak peek, de quoi qu'on parle? On parle de policiers Apaches, les policiers qui sont eux-mêmes soi-disant criminels. Fantastique, on va être là avec grand plaisir. On va aller en musique. Julien, qu'est-ce qu'on écoute? Oui, excusez-moi, j'ai eu un bug. On va écouter Toulouse par l'artiste Kamal Williams. Et nous sommes revenus. Donc, on est de retour avec nos fantastiques chroniqueurs et chroniqueuses après ce petit interlude vraiment smooth. J'ai vraiment apprécié, Julien. Donc, on va tout de suite continuer avec un nouveau chroniqueur, Louis-Charles Lamontagne. Tu nous parles aujourd'hui des jeux Pythique.
Donc, la parole est à toi. Merci beaucoup. En effet, pas mal tout le monde connaît les Jeux Olympiques. En fait, tout le monde connaît les Jeux Olympiques. Oui, effectivement. Et les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que sont les Jeux Olympiques? Ah, Julien, là. Ce sera pour notre chronique. Ouais, c'est ça. Je vais revenir une autre fois à vous parler des Jeux Olympiques. Juste pour toi. Donc, c'est comme je disais, les Jeux Olympiques, tout le monde les connaît et tout le monde sait que ça vient de la Grèce antique. Mais ce que peu de monde connaît, c'est qu'il y a une multitude de jeux, de concours, de festivals du même genre que les Jeux Olympiques qui étaient présentés partout dans la Grèce et même plus tard, lors de l'époque hellénistique, en Orient et lors de l'époque romaine, ils sont même transportés jusqu'en Italie. Et donc, moi, aujourd'hui, je venais vous parler d'un jeu qui est moins connu que les autres, qui sont les Jeux Pythiques, qui, avec les Jeux Olympiques et d'autres jeux, formaient un grand circuit qui était les Jeux pan-helléniques, qui étaient les jeux les plus prestigieux dans tout le monde grec. Et donc, je vais débuter, vu qu'on est en Grèce antique, avec de la mythologie, avec l'origine mythologique des Jeux Pythiques. Donc, tout commence lorsque Leto, qui est la fille de 2 titans, tombe enceinte de Zeus. Donc, ça débute comme 99% des mythes grecs. Classique. Oui, très, très classique, et c'est pas du tout original. Et donc, suite à ça, la déesse Héra, qui est la femme de Zeus, va tomber furieuse, non envers son mari qui vient de la tromper pour la millième fois probablement, mais plutôt envers la jeune Leto. Un autre classique. Oui, ça c'est un classique. Héra est de ce genre-là. Et donc, qu'est-ce que Héra va faire, c'est que elle va demander de l'aide de la Terre afin que Leto ne puisse jamais trouver refuge ou se reposer. Et donc, vu qu'elle demande l'aide à la Terre, elle demande l'aide de la titanide Gaïa. Et Gaïa va mettre au monde un serpent géant du nom de Python. Et ce serpent aura la tâche de constamment suivre la pauvre Leto et de l'empêcher de trouver refuge et de se reposer n'importe où sur la Terre. Éventuellement, Leto va être chanceuse et va être aidée par le dieu Poséidon qui va la cacher. Et de cette manière, Leto va pouvoir donner naissance à des jumeaux, soit la déesse Artémis et son frère, le dieu Apollon. Et donc, si on suit encore la mythologie, Apollon aurait gagné l'âge adulte en seulement 4 jours. Précoce. Oui, très, très précoce. Logique. Apollon. C'est assez impressionnant. Et il va se rendre immédiatement à Delphes, où lorsqu'il arrive au pied du mont Parnasse, le mont Parnasse qui était la montagne iconique du sanctuaire de Delphes, vous êtes déjà allé, c'est la grande montagne qui entoure le sanctuaire, il va arriver face à Python qui était là pour garder une caverne parce que Delphes c'était lié avec la terre, avec Gaïa, et donc c'est là que Python résidait. Et Apollon immédiatement va sortir son arc et ses flèches et terrasser le serpent afin de venger, si vous voulez, sa mère. Et ainsi, suite à cette victoire, il va la célébrer en fondant les Jeux Pythiques. Donc, Python, Pythique. Oui, et même Pythique et même la Pythie qui est à Delphes, toute part de là, si vous voulez. Même Apollon a un surnom qui est lié avec le Pythien, si je ne me trompe pas. OK. Donc, et là, ça, c'était les origines mythologiques, mais je vais vous parler des origines plus historiques qui sont malheureusement un peu moins le fun que cette histoire que je viens de vous conter, mais qui reste quand même très intéressante. Probablement plus vrai, par contre. Oui, aussi, beaucoup plus vrai, moins épique aussi. Il y a personne qui atteint l'âge adulte en 4 jours dans les origines historiques. Dommage. Oui, c'est un peu. Donc, pour les origines historiques, c'est surtout grâce à l'archéologie qu'on a des informations, parce que les sources de l'époque, ils sont pas parvenus jusqu'à nous. Des textes écrits à l'époque, il n'y en a pas vraiment. Et même les sources épigraphiques, souvent, les pierres n'ont pas réussi à se rendre jusqu'à nous. Et donc, qu'est-ce que les archéologues nous apprennent, c'est qu'il y avait déjà une communauté vers entre 1600 et 1000 avant notre ère qui résidait là, mais on connaît pas grand-chose sur elle à cette époque-là. C'est seulement en 875 avant notre ère que là, les archéologues sont capables de nous dire qu'il y avait un petit village, vraiment rien de très gros, qui vouait déjà un culte au dieu Apollon. Et pour l'honorer, ces derniers faisaient des festivals dans lesquels les participants faisaient des concours musicaux. Okay. Oui, et même parce que Apollon, c'est un dieu qui est lié avec l'art, c'est un peu le dieu de l'inspiration artistique, si vous voulez, et même la musique, Apollon est toujours représenté avec une lyre dans sa main, donc c'est pour ça qu'il faisait des festivals, dans ces festivals, il y avait des concours musicaux. Cependant, ces petits festivals que je vous parle, c'est rien de gros, c'est pas les Jeux Pythiques, c'était vraiment locaux, c'était pas incroyable, c'était pas tout le monde courait là-bas. C'est seulement vers 586 que là, il y a la première célébration officielle des Jeux Pythiques. Ce serait l'Amphictyonie de Delphes, qui était la ligue religieuse du sanctuaire, qui a mis en place ces festivals qui allaient se dérouler à chaque 4 ans et à chaque 2 ans après Olympie, un peu à la manière que nos jeux d'été et d'hiver s'alternent entre eux. Et l'Amphictyonie va décider de conserver la tradition ancienne des concours musicaux, mais va aussi ajouter des concours gymniques et épiques, des concours à cheval, comme c'était présenté à Olympie. Et donc là, c'est sûr que pour nous, c'est un peu bizarre des épreuves musicales dans un concours qui essaie de se rapprocher de lui des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques de nos jours, il n'y a pas grand chanteur qui va faire un concours là-bas. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Ça ferait très le fun, mais c'est pas, on n'est plus en Grèce, c'est antique malheureusement. Est-ce qu'il faut comprendre que pour les Grecs, eux autres, tout était une forme de concours. Ça, c'est le terme.
il y a un mot pour ça, c'est l'agone, qui voulait dire une multitude de choses, la lutte pour sa vie, la bagarre, même le procès dans un tribunal. Mais c'était tout un esprit de compétition qui est lié à ça. Même les Jeux olympiques, c'était le nom des Jeux olympiques, c'était agone. C'était un agone, un concours, ça portait le nom d'agone. Et donc, pour eux, cet esprit compétitif, ça était pour tout. Donc, pour les concours musicaux, c'est tout à fait normal pour les Grecs. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'était un festival en l'honneur d'Apollon qui était lié à la musique. Alors, donc, les concours musicaux avaient parfaitement leur place. Et là, c'est un peu la différence entre Olympie et les jeux avec les jeux présentés à Olympie et les jeux présentés à Delphes, c'est la présence de concours musicaux à Delphes, contrairement à Olympie. Par contre, comme je dis, avec quand même des épreuves gymniques et sportives à Delphes, et là, je vais vous parler un peu des différentes épreuves présentées. Donc, essentiellement, les épreuves étaient pratiquement les mêmes d'un point de vue sportif. Parfois, Olympie allait avoir une épreuve qui n'était pas présentée, par exemple, à Delphes, et vice-versa. Mais on trouvait un peu de tout, comme des différentes épreuves de course, comme la course du stade, la double course du stade et la course en armure. Donc, on courait avec une armure d'hoplite complètement et ça devait être assez épuisant, merci. Petite question, vu que on avait les mêmes épreuves aux Olympiques et Pictic, est-ce que les gens participaient aux deux? Ah oui, il y avait il y en a qui, il y avait des titres, je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais il y avait un titre donné à celui qui avait gagné mettons, les 4 grands tournois les plus importants. Il y avait même des titres pour ces personnes-là qui amenaient un prestige incroyable. Il y a toujours le même fatigant qui fait revenir à chaque année, toujours le même regagné. Oui, même il me semble qu'il y a même des histoires qu'il y avait du monde qui faisait exprès de perdre. Il faisait exprès de perdre parce qu'il savait qu'il allait pas gagner parce qu'il y a le même fatigant, comme tu dis, était là. Je me sens que j'avais lu quelque chose là-dessus. Et donc, il y a aussi des sports de combat, la lutte, pancrace et boxe, c'était des sports très très violents. Et souvent, par contre, les épreuves sportives, c'était eux qui étaient un peu plus les mieux vues, les plus prestigieuses, mais les épreuves musicales restaient quand même importantes et n'étaient pas dénigrées. Et donc, à Delphes, dans les épreuves musicales, on trouvait des concours de chant. Donc, dans une épreuve, les compétiteurs devaient accompagner des joueurs de sitar, qui est un instrument qui est essentiellement une lyre. Et dans l'autre, des épreuves accompagnées des joueurs d'olos, qui est une sorte de petite flûte. Il y a aussi des compétitions pour les musiciens, donc une épreuve pour les joueurs d'olos, et éventuellement, on rajoute une catégorie pour les joueurs de sitar vers 550 avant notre ère. Qu'est-ce qui est intéressant de noter avec les concours musicaux, c'est qu'ils vont toujours rester dans l'histoire des jeux pictiques. Les jeux pictiques, c'est de l'époque classique, donc ils débutent en 580, vers 580 avant notre ère, et jusqu'à la fin de l'époque romaine, les jeux pictiques vont demeurer, ils vont conserver tout le temps les épreuves musicales. Il va jamais avoir une volonté à juste se départir et à être comme Olympie. Et même qu'à l'époque romaine, on va avoir d'autres nouvelles épreuves artistiques, des épreuves comme des épreuves de peinture, de danse, de rhétorique et même de théâtre. De peinture? Oui, de peinture. J'ai pas lu là-dessus, je sais qu'il y en a, mais je sais qu'il y a des études sur ça. Il y a une épreuve même que j'ai le nom sur le bout de la langue, mais que c'est une épreuve de peinture qui était présentée, qui était trouvée dans plusieurs concours. C'est quand même assez... Mais sais-tu comment ça marchait, les épreuves de peinture? Non, je sais pas comment ça fonctionnait, les épreuves de peinture. Désolé, Julien. C'est correct, je te pardonne. Il y a probablement l'équivalent d'un académiste qui regardait puis qui votait pour sa préférée. Ouais, ça doit être une chose du genre. Et donc, là, après avoir parlé des épreuves, je vais vous parler pourquoi ces personnes-là allaient dans ces épreuves-là et essayaient d'être le meilleur. Il y avait des récompenses qui étaient données à ces derniers. Et donc... Et au début, à Delphes, c'était surtout des récompenses en argent, donc une petite somme d'argent ou un objet de grande valeur en or qui pouvait échanger pour de l'argent plus tard. Mais à partir de 582 avant notre ère, là, les jeux pictiques font officiellement partie du circuit panhellénique que je vous ai parlé un peu plus tôt. Et dans ces concours-là, les prix donnés aux champions, c'était pas des sommes d'argent, mais plutôt une couronne. La raison pourquoi, c'était des concours sacrés, mais aussi des concours dits stéphaniques, qui vient du grec ancien Stéphanos, la couronne, ou Stéphano, le verbe couronner. Donc, Stéphane, ça veut dire la couronne. C'est l'équivalent de la médaille d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Sauf qu'en Grèce, il y avait juste une médaille. Il y avait pas... moi, entre une couronne puis une médaille, je vais prendre la couronne. Je vais revenir là-dessus. Et donc... donc, c'est des concours aussi que les champions se voyaient couronnés. Et donc, chaque festival avait une couronne différente. Et par exemple, à Olympie, c'était une couronne en feuilles d'olivier qui était remise, mais à Delphes, c'était une couronne en feuilles de laurier, qui était même cherchée dans un arbre sacré dans une vallée où Apollon aurait été purifié suite à sa victoire contre Python. Et donc, le choix du laurier qui est lié à Apollon est expliqué encore une fois par la mythologie, parce qu'Apollon est toujours représenté avec une couronne de laurier soit sur sa tête ou dans ses mains. Et la raison pourquoi de ça, c'est parce qu'il était amoureux d'une nymphe du nom de Daphné. Et Daphné n'était pas vraiment amoureuse d'Apollon. Puis là, elle se sauvait tout le temps d'Apollon, mais Apollon, il comprenait pas. Il la harcelait. Un jour, il réussit à l'attraper. Il arrive pour l'embrasser et Daphné, ça y tente pas. Et donc, elle se transforme en laurier. Et face à ça, Apollon
va prendre quelques feuilles dans l'arbre et va faire une couronne, et ensuite va décider de vouer un culte au laurier, ce qui explique pourquoi à Delphes on retrouve une couronne de laurier plutôt qu'une couronne d'une autre sorte. C'est un peu obsessif, ça. Ouais, mais c'est Apollon. Là. C'est la mythologie grecque, c'est un peu spécial. Et donc là, on peut se questionner. Avant, c'était des prix en argent. Là, c'est rendu une couronne. Il me semble que c'est pas aussi le fun avoir une simple couronne qu'avoir de l'argent. Parce que c'est même de nos jours, il y a une médaille d'or, médaille d'argent, tout ça, mais il y a des bourses qui sont attribuées à toutes ces victoires-là. Mais il faut comprendre que pour les Grecs, cette couronne-là avait un symbole, c'était un symbole incroyable de prestige. Premièrement, comme je l'ai mentionné brièvement, il y avait juste une place, il y avait une position, il n'y avait pas de deuxième ou troisième. C'était soit tu étais gagnant ou soit tu étais perdant. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui participait à chaque épreuve? Oui, je sais que tu gagnais 1 de 3, fait que c'est pas tant impressionnant. Il y avait des études qui avaient vraiment des... Je sais pas les chiffres, mais il peut y avoir beaucoup de monde. Il y a des études qui disaient qu'il y avait si vous voulez, des rondes, là, un peu, des rondes, puis il était capable de compter les rondes, puis avec ça, estimer qu'il y avait des fois plus que des centaines de participants. OK, quand même. Oui, c'était pas... Quand t'es premier, t'es vraiment bon. Quand t'es premier, t'es vraiment le meilleur. Et donc, c'est ça. Donc, on pourrait même dire que t'es le meilleur. Merci, Julien. Ouais, merci. Et donc, les champions qui recevaient une couronne se voyaient honorés non seulement ils recevaient un prestige immense parce que ça revenait sur leur famille, mais aussi sur leur village. Quand ils revenaient chez eux, ils étaient célébrés comme des héros. Ils pouvaient recevoir des titres qu'ils n'avaient jamais pensé être atteignables, même des terres, et même parfois on leur donnait l'argent qu'ils n'avaient pas gagné, on leur donnait de l'argent afin que ces derniers puissent s'entraîner là-dessus. Ils continuaient à s'entraîner dans leur discipline qui étaient les meilleures et retourner gagner et ramener encore plus de prestige à leur village. Et donc, pendant le prestige, je vais terminer justement avec ça. Le prestige, pourquoi les Jeux, puis tu sais, qui étaient les deuxièmes plus prestigieux après Olympie? Parce que les Jeux olympiques, c'était les plus grands. Probablement, c'est eux en honneur de Zeus. Zeus qui est... C'est le top. Donc, c'est sûr que c'est les meilleurs, les plus prestigieux. Et là, j'ai essayé un peu de vendre avec mes concours musicaux, que c'était unique à Delphes, c'était vraiment cool. Mais malheureusement, il y a plein... pas tant que c'est pas malheureux, c'est le fun même. Il y a plein de concours musicaux en Grèce. Il y a même des festivals que c'est pratiquement l'attraction principale, c'est les concours musicaux. Donc, c'est pas unique à Delphes, même qu'il y a des concours dans le circuit panhellénique, les jeux les plus importants qui ont des concours musicaux aussi. Qu'est-ce qui fait que Delphes et les Jeux Pythiques sont si prestigieux? C'est le site aussi que c'est présenté. Le sanctuaire de Delphes, où on retrouve l'oracle, la Pythie, l'oracle d'Apollon qui allait de prémonition, et de présage, et que les chefs d'armée, les Grecs, allaient toujours consulter avant d'aller à la guerre. Et même, c'était pas juste les Grecs qui allaient la voir, il y avait même des étrangers qui allaient voir l'oracle, qui arrivaient de très loin en espérant avoir une audience avec elle. Et donc, tout ça a amené un prestige et une popularité au sanctuaire. Et ce prestige et cette popularité-là, les Jeux Pythiques ont tout simplement su en profiter. Et c'est aussi un festival qui honore Apollon. Et Apollon, c'est une divinité majeure. C'est pas comme si c'était un festival qui honorait une divinité qui avait pas un grand culte. Et donc, c'est tout ça qui fait un peu le prestige des Jeux Pythiques. Fantastique. J'ai une petite question. Tu disais en fait qu'il y avait des étrangers qui allaient voir l'oracle d'Apollon. Est-ce qu'il y avait des étrangers qui participaient au jeu? Beaucoup. C'est surtout lors de l'époque romaine. Là, c'est devenu encore... Lors de l'époque romaine, il y a eu des nouveaux circuits, parce que là, il y a des concours, des festivals présentés en Italie. Et donc, il y avait des festivals qui se passaient en Italie, après qui se déplaçaient en Grèce, en Orient. Donc, il y avait on a beaucoup d'étrangers qui participaient, même de l'Orient. C'était pas juste des Romains qui venaient par exemple. Mais c'est surtout plus tard. Au début, c'était plus grec, parce que c'est très grec, ce festival-là. Il y a des étrangers qui comprenaient pas nécessairement tout le temps le principe de la couronne, notamment. Mais oui, il y avait beaucoup d'étrangers qui participaient au concours, au festival. Ah, mais merci. Merci beaucoup pour cette première chronique très intéressante. Merci beaucoup. Si vous voulez en apprendre plus sur le divertissement en Antiquité, on peut se tourner du côté de la Rome antique et aller voir la chronique d'Alexandre Blier du 31 janvier dernier sur les gladiateurs qui a été présentée lors de notre spécial Histoire du sport. On va aller en pause musicale. Julien? Oui, on va écouter Paper Foiled par le groupe Commande de bord. On va faire une affaire.
Re-bienvenue à Histoire de passer le temps avec votre animatrice Chloé Poitras-Raymond. Hey, merci pour l'intro, Julien. C'est génial. Donc, on va terminer l'émission avec une troisième chronique d'un habitué de l'émission, donc Charles, qui nous parle du mouvement Chicano. Qu'est-ce que c'est que ça, le mouvement Chicano? Alors, bonjour Chloé. Oui, le mouvement Chicano, aussi appelé El Movimiento, eut lieu au cours des décennies 60 et 70, principalement dans le sud-ouest des États-Unis. Ça a été non seulement une lutte de revendication des droits civiques et économiques des Mexicano-américains, mais aussi un mouvement d'affirmation culturelle identitaire pour cette communauté qui cherchait aussi à résister à l'assimilation culturelle. En fait, sur le plan concret, le mouvement Chicano s'avère le regroupement de plusieurs mouvements contestataires qui feront ensemble coalition et lutte commune. Je distingue 3 grands axes d'activisme principaux dans cette coalition. D'abord, il y a un mouvement des travailleurs agricoles dont les figures de leaders les plus connues sont César Chavez et Dolores Huerta, qui ensemble vont fonder l'Union des travailleurs agricoles en 1962. Avec pour objectif de faire pression sur les divers paliers de gouvernement afin d'améliorer les conditions de travail agricole, un secteur où l'on retrouve beaucoup de Mexicano-américains et de travailleurs mexicains saisonniers. Oui. Une autre branche de la coalition s'avère un mouvement étudiant, mais aussi plus généralement de la jeunesse. À la fin des années 60, se sont formées de nombreuses organisations de jeunes étudiants mexicano-américains pour militer pour un système d'éducation plus juste et moins discriminant envers eux. Des organisations qui surent notamment profiter de la création en 1968 de la très grande Mexican American Legal Defense and Education Fund, qui avait pour but désolé pour mon anglais. Ton espagnol, il semble bien, en tout cas. Je dirais rien pour l'anglais. Je vais laisser ceux qui parlent espagnol qui avait pour but cette organisation-là, dont on a oublié le nom parce que je viens juste de rire de mon anglais, avait pour but de chapeauter et d'aider les leaders et les mouvements locaux à s'organiser. La troisième branche du mouvement s'avère un mouvement politique pour l'obtention de pouvoir dans cette sphère qui s'est concrétisé par la formation du Parti de la race unie en 1970. Donc, c'est un mouvement contre le fait que les États-Unis pouvaient discriminer le droit de vote et l'accès à des postes de pouvoir politique, donc sur des conseils municipaux ou autres paliers. Autres paliers, oui. C'est ça. Selon des bases raciales, donc ils pouvaient discriminer selon des bases raciales, une pratique qui était très répandue justement dans les États du Sud. Tu sais, pour juste dire, dans des villes à forte majorité latino, il était dirigé par un conseil de ministres d'hommes blancs entièrement, tu sais, alors que... Un peu comme aujourd'hui encore. Ouais, exact. Oui. ouais, mais ils ont essayé de changer les choses. Puis on va voir certaines réussites, là. Donc, ceux et celles qui ont consulté la pub de ma chronique savent que des communautés mexicaines ont intégré les États-Unis depuis ont intégré en 1848 les États-Unis à la suite de la signature du traité Guadalupe-Hidalgo. Il faut savoir que ce traité garantissait certains droits à ces Mexicains, notamment celui de propriété, de culture et de langue, et en faisait aussi des citoyens américains. C'était quels États qui ont été rattachés? En fait, en gros, c'est les États de Californie, Nevada, Utah, Arizona, Nouveau-Mexique et l'État du Texas, dont la moitié avait déjà été annexée en 1845, parce que l'État du Texas était un État sécessionniste déjà du Mexique depuis 1836, après qu'il fasse ensuite En tout cas, il y a une belle histoire l'État du Texas. Mais c'est dans ces États-là que le mouvement va être le plus fort. Va vraiment être concentré, puis il y a des points aussi, si on regarde au niveau géographique, il y a quand même des points plus forts. Donc LA, le Texas, c'est deux pôles quand même plus importants, mais c'est vraiment dans cette zone-là qu'on remarque qu'il y a eu la plus grande effervescence du mouvement Chicano. Puis aussi, c'est là où est-ce qu'on retrouve le plus de population latino-américaine et mexicaine. Donc bien sûr, une partie de la communauté mexicaine qui a intégré les États-Unis en 1848 va en fait quitter le territoire natal pour aller s'installer à l'intérieur des nouvelles frontières de l'État mexicain. Cependant, plusieurs autres événements vont entraîner le retour, une remigration, si je peux dire ainsi, de ces communautés sur les terres de leurs ancêtres, dont la Révolution mexicaine qui débute en 1910 puis qui amène un gros lot de violence qui va faire migrer près d'1 million
de personnes sur le territoire de leurs ancêtres aux États-Unis, un territoire qu'ils considèrent comme le leur. Puis aussi, ces gens-là vont finalement avoir des enfants aussi. Donc, ça fait vraiment comme plusieurs générations qui durent, qui sont vraiment intégrées aux États-Unis. Tu sais, puis c'est vraiment une culture. Une réelle communauté, en fait. Une réelle communauté qui n'a pas de pouvoir politique. Donc, dans la première moitié du 20e siècle, juste avant donc le mouvement Chicano, les communautés très populeuses de ces États, ces communautés très populeuses dans ces États ne disposent pas de pouvoir politique réel, leur statut est très instable, sont constamment menacés de déportation et subissent vraiment une discrimination semblable à celle des Nord-Américains. En fait, tout était ségrégé entre blancs d'un côté et mexicains et noirs de l'autre. Et en fait, il était même normal de voir des affiches telles que « We don't serve Mexican, Spanish or Black people » dans les municipalités de ces États-là. De plus, dans cette même période, les États-Unis, dans cette même période du début du 20e siècle, va se mettre en place un projet d'assimilation culturelle des communautés mexicaines, un processus qui se fait principalement par le biais de l'éducation, qui est un sujet compliqué, car très changeant au courant de cette période très longue, mais aussi d'un État à l'autre. Certains États vont créer des réseaux d'éducation pour Mexicains, d'autres vont séparer à l'intérieur même de l'école, vont faire des classes de Mexicains, des classes de Blancs. Au contraire, on va voir des systèmes opaques, puis des fois pas opaques parce qu'un Mexicain qui a un petit peu plus l'air blanc va pouvoir aller dans une école publique. Ouais. Bon. Bref, la question est difficile. Ce qui est vraiment important et général, c'est que ce soit dans des écoles publiques mexicaines ou blanches, l'éducation se faisait en anglais par des profs protestants et anglo-saxons, ce qui menaçait bien sûr la culture mexicaine qui devait être selon le traité d'Hidalgo, qui avait le droit d'exister, qui ne pouvait ne pas être menacé, c'était un droit. Mais il n'y a pas d'espagnol nulle part. Il n'y a pas le droit de parler en espagnol à l'école, non. Seulement dans les familles à la maison, fait que c'est aussi une autre menace qui fait en ça, qui vient comme exacerber le tout. Fait qu'en 1930, entre 1930 et 1960, il va y avoir certaines organisations influentes qui vont aider qui vont naître pour aider à améliorer les conditions des Mexicains américains, dont la LULAC, la Ligue citoyenne, la Ligue des citoyens latino-américains unis, qui est fondée en février 1929, qui existe encore aujourd'hui, mais qui, dans sa manière de faire son militantisme, ne s'opposait pas à l'américanisation parce qu'elle voyait ça comme une voie pour l'obtention de pouvoir politique, de citoyenneté. Une voie d'intégration. Une voie d'intégration, tu sais. Puis c'est une OBNL, fait qu'elle ne veut pas faire preuve de partisanerie politique, fait qu'elle était un petit peu restreinte dans ses possibilités d'action, mais a donné au moins une première voie pour sensibiliser la population, puis à la discrimination puis à la situation des Latino-Américains en Amérique latine. Aux États-Unis, pardon. Donc, qu'est-ce qui différencie, en fait, il y a beaucoup... qu'est-ce qui différencie les Chicanos de leurs prédécesseurs? De quoi sont-ils héritiers? Ben, en fait, il y avait vraiment un aspect générationnel ici qui se créait entre les Chicanos puis ces premières manifestations de militantisme et de résistance. Bon, bien sûr, les Chicanos vont bien sûr bâtir sur le travail des générations passées, mais ils vont aussi développer un mouvement en réaction à ceux-ci et en accord avec leur réalité des années 1960, qui est marquée par une grande urbanisation des communautés mexicano-américaines et par de constantes coupures dans le réseau de l'éducation encore très discriminatoire. Bref, un contexte qui mettait encore plus à risque cette communauté vis-à-vis de l'assimilation. Donc, il y a deux manières dont ils se distancient vraiment généralement, dont le mouvement Chicano devient vraiment unique parce qu'il se distancie selon deux manières de leur prédécesseurs. D'abord, il y a par l'emploi de méthodes militantes de front, donc vraiment des grèves, des boycotts, des manifestations, ce qu'on appelle des school walks out, qui est en fait le système public d'école aux États-Unis nécessitait qu'il y ait des inscriptions. On allait à l'école, on sortait, on faisait preuve, en sortant des classes, ça faisait en sorte qu'il y avait comme une image qui était envoyée, puis aussi ça faisait des pressions économiques sur l'école. Donc, ils s'inscrivent pas. Ben,
de ce que j'ai compris, ils s'inscrivent pas, mais ils ont toutes l'air d'une vidéo de sortir de l'école. OK. Mais bref, c'est de faire une pression économique, mais aussi une image dans la tête des pour justement l'école. Comme un sit-in, dans le fond. C'est un peu ça. En fait, ils sont très influencés par le mouvement des Noirs américains qui arrive en même temps, qui prend... Ils volent pas la vedette, mais... Ils s'inspirent, puis... en tout cas, c'est ça, ouais. Fait que ça arrive à peu près en même temps. Ils entretiennent aussi des liens que j'ai pas le temps de développer. Coopération, peut-être un peu. Petite coopération... plus d'amour que d'haine, mais un petit peu d'haine quand même. Malheureusement. Donc, certains groupes étaient notamment pacifiques. César Chavez va toujours défendre l'idée d'être pacifique, mais d'autres vont être plus violents aussi dans leurs manifestations, avoir des grosses altercations avec la police, qui est quand même assez violente aussi envers eux. L'autre distanciation, la deuxième, c'est le développement du chicanismo, de l'identité chicano et chicana, qui s'est développé en un projet national voulant créer une nation chicano à l'intérieur de la nation plus large des États-Unis, et qui marque donc l'importance que cette génération vouait à résister à l'assimilation culturelle. Il s'agit d'une entité hybride qui fait beaucoup de place à la culture autochtone et au métissage. En effet, les populations mexicaines qui ont été traversées par la frontière, si je peux reprendre une partie du slogan The border crossed us, and we didn't cross the border, the border crossed us. En fond, c'est cette idée-là. Ces populations mexicaines-là qui ont été traversées par la frontière, en fait, étaient d'origine autochtone pour la plupart, ou du moins métissées. Le nationalisme chicano va donc être très attaché au territoire cédé en 1848 qu'ils appellent Aztlán, qui s'avère être un lieu mythique aztèque, d'où les Mexicas, les Mexicas, qu'on prononce comme ça en nahuatl, plus connus sous le nom de Aztèques dans les historiographies françaises et anglaises, auraient commencé leur migration vers le centre du Mexique, où ils ont fondé Mexico Tenochtitlan, qui est en fait le centre de la civilisation aztèque. Bon, j'espère que je vous ai pas trop mélangé. Ouais. Non, tout va bien. Tout va bien. C'est la capitale d'aujourd'hui. C'est du ça, Mexique exactement. d'aujourd'hui. Exact. Fait que donc cet héritage-là autochtone devient une composante très importante de l'identité chicano en général. Je dis en général parce que s'identifier comme chicano relève aussi d'une revendication personnelle qui peut prendre des définitions différentes. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un acte de résistance culturelle. Notamment parce que le terme était à l'origine employé par les Blancs pour rire des mexicanos. Donc, chicano, mexicano. Ouais. Donc, c'est vraiment une réappropriation du terme. C'est une réappropriation du terme qui a été... dont la formulation donc, juste pour revenir, donc c'est une réappropriation du terme, création d'une identité qui va être formulé dans un projet politique qui a été vraiment, si on peut placer une date importante, c'est en 1969 dans une conférence à Denver où est-ce que Rodolfo González, appelé Corky, va présenter un discours qui va puis de ce discours-là va sortir l'acceptation d'un El Plan Espiritual de Aztlán, établissant le nationalisme culturel et l'autodétermination comme au centre des luttes du mouvement chicano. C'était qui, Corky? J'ai pas compris. Corky, c'était un militant, c'est un penseur du mouvement chicano, mais qui fun fact, avant c'était un boxeur. Okay. Après sa carrière, il est devenu vraiment impliqué. Ouais, c'est ça. Donc juste pour conclure rapidement, parce que le temps me manque, bien évidemment. Les Chicanos vont notamment réussir en 1975 à étendre l'application du Voting Rights Act qui avait été adopté en 1965, qui faisait en sorte que dans la veine des droits civiques du mouvement des droits civiques noirs américains, qui faisait en sorte que on pouvait plus faire de discrimination du droit de vote en fonction des conditions raciales, mais ils l'ont étendu à minorité linguistique aussi, donc permettre de l'application aux Mexicains américains. Puis aussi, ils vont réussir à faire élire des membres importants de leur communauté dans des postes importants politiques. Puis aussi, il y a plusieurs limites là, au mouvement. C'est pour ça qu'il est mort. En fait, ils ont changé leur vocation. Il y avait beaucoup de machisme à l'intérieur du mouvement. Puis l'arrivée en masse d'autres communautés latino-américaines puis d'identité de genre ont fait aussi en sorte que le terme chicano était plus malaisant parce que c'est très genré de dire chicano, chicana. Puis aussi, c'est très donc mexicain. Restrictif un peu. Restrictif, tu sais, pour toute la communauté en fait qui existe. Donc aujourd'hui, c'est quoi le terme?
Aujourd'hui, il y a encore qui vont dire qu'ils sont Chicanos, mais il y a beaucoup de Latinx. Puis, il faudrait demander aux gens comment ils veulent s'identifier. Oui, en effet. Ouais. Donc, merci beaucoup, Charles, pour cette très intéressante chronique. Merci à vous. Donc, si vous vous intéressez au mouvement de revendication face aux États-Unis, on vous suggère d'écouter ou de réécouter la chronique du 8 novembre 2019 par Camille Gauvin sur la portoricanisation. Donc, on vous invite à aller voir ça. Gros mot Scrabble. Oui, exactement. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, nous, on doit vraiment tout désinfecter. Donc, c'est pour ça qu'on finit un peu plus tôt que l'année précédente. Donc, on termine cette émission. On va tout désinfecter. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Donc, Marie-Pierre, Louis-Charles, Charles. Merci. Julien. Merci. Je peux-tu le partir? Non, j'ai pas fini. Je suis retourné chez nous. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado diffusion préférées. Donc, bonne fin de semaine à tout le monde et à la semaine prochaine. Bye. Merci, bye. Bye bye.